C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. C'est finalement ce dimanche 24 février 2013 qu'interviendra la signature de l'accord cadre-paix sur la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le secrétaire général de l'ONU. Il sera signé à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, par tous les chefs d'État concernés par la paix en RDC. La RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud et la Tanzanie seront notamment les principaux signataires de ce document. Le décor semble être déjà planté pour réunir les dirigeants africains sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine pour la signature de cet accord cadre de paix. La cérémonie pourrait avoir lieu dimanche 24 février, sauf changement de dernière minute. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, aurait déjà envoyé vendredi dernier les invitations à la cérémonie de signature. D'après son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU a l'intention de participer à cet événement qui se déroulera à Addis Abeba. Tous les présidents invités se sont engagés à être présents ou à donner pouvoir à leurs représentants pour signer l'accord. Ce plan régional de paix avait été présenté le 28 janvier au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mais les 8 dirigeants africains ne l'avaient pas signé. L'ONU avait indiqué alors qu'il s'agissait d'un problème de procédure et pas de divergence de fond sur le contenu de l'accord. L'accord cadre régional, qui vise à remédier aux causes profondes des violences récurrentes en RDC, prévoit notamment un renforcement des capacités de la MONUSCO et un engagement des États de la région à ne soutenir, financer ou abriter aucun groupe armé ou individu contribuant à déstabiliser l'Est de la RDC. Dossier crise dans l'Est, Ban Ki-moon a enfin confirmé que les rebelles du M23 avaient un soutien extérieur pour prendre la ville de Goma. La qualité de l'équipement militaire et la capacité des rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo, où ils ont pris la ville de Goma en novembre 2012, révèlent, selon le secrétaire général de l'ONU, qu'ils ont un soutien extérieur. Suivez. La vitesse de l'assaut sur Goma, l'efficacité et le succès de l'offensive du M23 ont été rendus possibles grâce à une augmentation soudaine des combattants du groupe, coordonnés sur plusieurs fronts avec une coordination entre l'infanterie et la puissance du feu. Autre preuve du soutien extérieur au M23, c'est sa capacité de mener des combats généralisés, en particulier pendant la nuit. Ceci prouve l'existence d'un soutien externe, direct et indirect, au moment de l'avancée sur Goma l'année passée. Nous avons été surpris par la résistance accrue des rebelles. Cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, reprise mardi par le service mondial de l'agence Reuters, n'est pas une surprise. Mais ce qui étonne plus d'un observateur, dans ce qui est déjà connu, même des plus jeunes enfants à l'école primaire en République démocratique du Congo, Ban Ki-moon ne dit pas d'où le soutien extérieur est venu pour aider les rebelles du M23 de s'emparer des Goma le 20 novembre 2012. Grâce aux différents rapports de ses experts sur la situation au Congo-Kinshasa, l'ONU dispose des preuves tangibles de l'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, avec des conséquences connues de par le monde, les massacres des populations et le pillage des ressources minières sous le regard complaisant de grandes puissances, alors que l'ONU, qui se sentait obligée par le rapport de ses experts, a toujours accusé le Rwanda de soutenir la pseudo-rébellion du M23. Son secrétaire général étonne une fois de plus aujourd'hui les Congolais en parlant d'un soutien extérieur sans les nommer. Pourquoi continuer à gaver les Congolais des déclarations des bonnes intentions alors que les responsables de l'ancienne Société des Nations se sont toujours montrés réticents à blâmer officiellement cet appui extérieur au M23? Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU prend tout son temps pour approuver la création d'une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO pour éradiquer les groupes armés dans le Grand Kivu? Le sang des Congolais qui coule depuis plusieurs années suite au conflit alimenté par le voisin rwandais ne semble pas apparemment avoir du prix aux yeux des multinationales avides des minéraux qu'elles veulent obtenir par tous les moyens. Même le cri de Jacques Chirac, Yamina Benguigui, Valérie Trierweiler et Mohamed Ali, lancés à l'ONU, ne semblent pas avoir trouvé un écho favorable. Le Coréen Ban Ki-moon a tout intérêt à laver l'affront et soigner l'image de la MONUSCO qui n'a pas su protéger la ville de Goma en novembre 2012.
Dialogue national et pré-consultations politiques sont à leur 10e journée. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a reçu ce mercredi les chefs des regroupements politiques et la société civile. Il a également échangé avec le collectif des recteurs des universités privées à son cabinet du Palais du Peuple. Fabien Lumbala. Créer un front commun face à la menace de la balkanisation de la République démocratique du Congo, c'est possible. Et les leaders politiques de la majorité comme ceux de l'opposition, ainsi que la société civile congolaise, soutiennent la tenue du cadre des concertations initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est le leitmotiv du rendez-vous de toutes les forces vives de la nation, un rendez-vous précédé par ces consultations. À cette 10e journée, Aubin Minakou a premièrement pris langue avec la société savante, représentée par les recteurs des universités privées. Nous avons échangé sur la préoccupation, sur l'objectif, sur l'opportunité, sur ce que nous pouvons éventuellement apporter, surtout comme société savante. Et pour cela, comme société savante, nous avons suggéré ce que nous croyons être la méthodologie d'organisation de cette grande rencontre. L'Union sacrée de l'opposition, un regroupement des partis politiques, adhère totalement à l'initiative du chef de l'État. Nous avons déposé notre document intitulé « Termes de référence de l'Union sacrée » par rapport aux concertations qui vont pouvoir avoir lieu. Aubin Minakou a conféré également avec les députés honoraires, les collectifs des notables du Nord Kivu, ainsi que les syndicats des enseignants du Congo. 10 jours de pré-consultation, l'exercice exige assez d'énergie intellectuelle et physique de la part du secrétaire général de la majorité présidentielle. Mais ce qui est encourageant, c'est la détermination des Congolais, à travers leurs différentes structures politiques, sociales, scientifiques, culturelles et religieuses, à barrer la route à tous ceux qui tentent de servir de canal à la matérialisation du fameux projet satanico-diabolique de transformer le Congo-Kinshasa en une autre Yougoslavie ou un autre Soudan. Parlant coopération, la RDC et la Chine ont signé un accord de coopération économique et technique d'un montant de 500 millions de yuan, soit 9 millions de dollars. C'était ce mercredi au ministère des Affaires étrangères entre Raymond Tshibanda et le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Au cours de cette même journée, le ministre Tshibanda a également échangé sur la paix et la sécurité dans l'Est avec une délégation égyptienne et l'ambassadeur de Belgique en RDC. 50 millions de yuan, soit 9 millions de dollars américains, c'est le montant que la Chine vient d'offrir à la RDC à titre de don à travers cette signature. Juste avant cette cérémonie, le chef de la diplomatie congolaise s'était entretenu avec le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines qui était porteur d'un message du chef de la diplomatie chinoise. Yang Jianhua s'est également enquéri de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avant de réaffirmer l'appui de son pays aux efforts de paix. La situation sécuritaire dans l'est, le sujet a été aussi abordé avec le secrétaire d'État du ministère égyptien des Affaires étrangères, Magni Amer, en charge du bassin du Nil en visite de travail à Kinshasa. L'échange, c'était aussi avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kinshasa, Lachenko Michel, sur les questions de paix et de sécurité dans l'Est, ainsi que de l'accord cadre sur la paix durable en République démocratique du Congo. Un saut dans le secteur agricole, le Conseil des ministres de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée en réunion à Kinshasa. Les travaux de la 8e réunion du comité technique ont été ouverts ce mercredi au moment où le gouvernement de la RDC est en pleine campagne agricole. Ce Conseil des ministres de la Commission régionale des pêches fera le bilan de l'exercice 2012, assignera un programme de travail au secrétariat exécutif pour l'année 2013, déterminera le budget requis pour sa réalisation et prendra des décisions nécessaires au renforcement structurel, organisationnel et opérationnel de l'institution. Mathieu Kamango. Pour le directeur de cabinet Alexis Moukounouaviri, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à l'ouverture de la réunion du comité technique de la COREP, ces travaux de la réunion du comité technique se tiennent au même moment où le gouvernement de la RDC est en pleine campagne agricole. Par ces travaux, les autorités de la RDC ont voulu imprimer un cachet tout à fait spécial à la rencontre des hauts responsables, tant administratifs que politiques, du secteur de pêche
et de l'aquaculture de la sous-région. Les résultats de ces travaux, qui vont se dérouler les 20 et le 21 février de concert avec le secrétariat exécutif, devront permettre au Conseil des ministres de prendre les décisions ad hoc à la clôture. La RDC partageant la plupart de ses plans d'eau avec d'autres pays, à l'instar du bassin du fleuve Congo, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural accorde un grand intérêt à la COREP, à tant qu'instrument devant faciliter les actions de la coopération halieutique dans la sous-région. La 8e session ordinaire du Conseil des ministres de la COREP va également examiner la bonne gouvernance de la pêche, les plans d'investissement, la mise en œuvre de politiques élaborées et les projets de coopération avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Et puis les responsables des régies financières se sont retrouvés ce mercredi autour du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Il était question au cours de cette 7e rencontre de l'année 2013 de faire le suivi sur la mobilisation des recettes générées par les différents services des régies financières de la République démocratique du Congo. Les perspectives de recettes sont plutôt difficiles, je veux dire, parce que quand ça va bien, il faut dire que ça va bien. Quand ça va moins bien, il faut aussi avoir le courage de le reconnaître. Ce mécontentement est justifié par les contre-performances enregistrées au cours de ce mois, jugées moins productives par rapport au mois précédent. Pour le ministre délégué aux Finances qui a présidé cette énième rencontre, plusieurs facteurs ont fait que les recettes réalisées n'atteignent pas les objectifs assignés. À la date d'hier, nous avons totalisé un volume de recettes de 101 milliards. Nous en attendons pratiquement un peu plus de 350 milliards. Il y a un certain nombre de difficultés qui ont plombé la mobilisation de recettes. Dans la prochaine semaine, nous allons faire une descente à Matadi pour essayer de travailler sur cette question-là. Au cours de cette réunion, qui a connu la participation des différents responsables des entreprises mobilisatrices de recettes, Patrice Kitebi a aussi fait le point sous le dernier voyage du Premier ministre aux États-Unis, particulièrement à Washington, siège du FMI. Nous n'attendons pas que la mission du FMI vienne. Nous avons déjà commencé à préparer ce programme et très prochainement, sous le leadership du Premier ministre, les discussions vont avoir lieu donc sur l'ébauche du programme tel que le gouvernement l'a préparé. Pour l'heure, toute l'équipe qui s'occupe de mobilisation des recettes se trouve dans la phase d'analyse en vue d'améliorer l'assiette fiscale de la RDC afin de répondre aux attentes de la population. Sachez aussi que les directeurs des impôts de la Direction générale des impôts réfléchissent depuis ce mercredi sur la consolidation des réformes en matière fiscale et la réalisation des assignations pour l'exercice 2013. L'organisation de ces assises connaît la participation du ministère des Finances. Durant 3 jours, ces directeurs vont évaluer la marche de l'administration au cours de l'année précédente, peaufiner et arrêter des stratégies à mener pour atteindre les assignations de la nouvelle année. 2012 fut une année fructueuse pour la Direction générale des impôts et malgré cela, le défi est encore énorme dans cette entreprise. Tenant à respecter la tradition, comme l'on peut le lire sur cette banderole, reprenant le thème retenu pour la circonstance, ensemble comme un seul homme, il fallait se réunir autour d'une table planifiée afin de répondre aux attentes du gouvernement de la République qui, d'une maximisation de recettes, arrivera à la matérialisation des projets de développement en cours au profit de la population. Au dernier jour, il est prévu une évaluation des recommandations portant sur le dernier séminaire de directeurs intervenu au mois de mars 2012 à Kinshasa. Mais surtout, mener des analyses rigoureuses du fonctionnement de la Direction générale des impôts en 2012 de manière à dégager les points forts et les points faibles, car pour l'année 2013, l'objectif est de faire plus. Durant l'année dernière, la DGI a réussi à mettre en place plusieurs réformes, notamment l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aura permis à ce service public d'augmenter et d'accroître l'assiette fiscale de l'État. À la clôture, prévue le samedi 23 février, tous vont souscrire au contrat de performance. Et en sport, la quadripartite qui a réuni mardi au Stade des Martyrs le ministre des Sports, les membres de la Fédération congolaise de football association et ceux de la Ligue nationale de football ainsi que les représentants de différents clubs de la RDC a accouché d'une résolution. La Linafoot doit convoquer d'urgence une assemblée générale extraordinaire. Question de revoir la formule du championnat national. Est-ce que le peuple congolais veut bien cette formule, compte tenu du résultat, compte tenu de toute la situation? La réponse à cette question est sur les lèvres des plus d'un sportif, d'où une nouvelle formule du championnat national en RDC s'impose déjà. Telle est la principale résolution
prises au cours de cette rencontre. Cette fois, la charge revient aux sociétaires, à la Ligue nationale de football et non à la Fédération congolaise de football associative.